Croyez-moi, j'ai essayé. Pour croire à l'impossible, il faut croire que c'est possible. Jusqu'à présent, je voyais le temps comme un voleur qui me prenait tout ce que j'aimais. Mais je sais désormais que vous donnez avant de prendre. Que chaque jour est un cadeau, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Bonjour, merci d'être venu à cette proposition. Merci d'avoir accepté la proposition de se poser quelques questions autour d'une œuvre d'art. J'accueille Daniel Siboni, je le remercie infiniment d'avoir pris le temps d'être là avec nous pour nous donner un peu de son cerveau. Et donc, je voulais amener en fait avec mon œuvre Alice devant le miroir une proposition de se poser la question qu'est-ce que nous permettent d'amener les contes de fées, pas spécialement Alice en fait. Moi quand j'ai créé cette œuvre, Alice n'était qu'un souvenir d'une émotion d'enfant. Et c'est ce qui m'arrive quand je crée ce genre d'œuvre, c'est que tout d'un coup, par exemple ici dans ce cas-là, c'était un portrait qu'on m'a commandé à Rome d'une jeune fille de 10 ans qui s'appelle Tessa. Tout en faisant ce portrait, j'ai senti qu'elle allait devenir Alice. Mais je ne sais pas l'expliquer. Et je sais que Daniel l'expliquera pour moi. Donc, dis tes questions. Pour moi, Alice, en entrant dans le miroir, elle peut choisir la manière dont elle va interpréter le monde. Dans le texte de Lewis Carroll, elle voit tout à l'envers. Pour moi, de voir tout à l'envers, ça veut dire que on peut choisir en fait la manière dont on va affronter les choses qui nous arrivent difficiles dans la vie. Et, les artistes sont des personnes hypersensibles qui ont réussi en fait à trouver une manière d'exprimer ce à quoi on n'a pas de mots. Et donc je voulais amener ce thème, Daniel, sur comment en fait on arrive à surpasser nos traumatismes grâce à l'art. Et voilà. Merci. Bonjour. Écoutez, j'ai répondu à l'invitation de Nina, et comme ça, sans raison. En fait, il y en a une, c'est son prénom, c'est celui de ma mère. Donc elle m'a rappelé ma mère en plus jeune. Et en réalité, sa demande est très profonde. C'est une artiste qui demande à quelqu'un qui travaille l'écriture et la parole. Je suis psychanalyste. Et pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne savent pas que j'écris aussi sur l'art, j'ai apporté un de mes livres qui s'appelle Fantasme d'artiste, et il vient à la suite d'un autre livre qui s'appelle Création, qui est un essai sur l'art contemporain. Je le dis pour ceux qui me connaîtraient seulement par mon dernier livre, qui est le 48e et qui s'appelle Shakespeare, question d'amour et de pouvoir, dans lequel il y a beaucoup d'effets à Nice, beaucoup de plongées dans le miroir, beaucoup de travail avec le double. Et donc la demande de Nina m'a touché. Elle dit à un homme de parole ou de la parole, viens mettre des paroles à côté
de ma peinture. Et quand j'ai vu sa peinture, je me suis dit tout de suite que ça allait beaucoup plus loin que Alice qui va plonger dans le miroir. D'ailleurs, dans le vrai Alice, elle ne plonge pas dans le miroir, elle plonge dans un trou et en réalité dans un rêve. Et donc, Nina fait un tableau, il y a le petit lapin pour rappeler Alice, et elle fait un tableau où donc il y a cette petite adolescente devant quelque chose qui est peut-être un tableau, car l'adolescente c'est peut-être Nina en train de faire son tableau, mais c'est aussi une jeune fille qui veut quoi? C'est très bizarre parce qu'en réalité, elle attire notre attention sur l'objet. C'est Nina qui me demande de m'intéresser à son tableau qui est là-bas, en bordure dorée. Et j'ai trouvé ça émouvant dès que j'ai reçu l'image, parce que c'est la dramaturgie, pour moi, de tout artiste. Ça veut dire tout artiste plonge dans l'inconnu de sa toile en se retournant vers le miroir des autres, c'est-à-dire vers nous tous, pour demander un petit peu de reconnaissance. Pour demander si on le reconnaît quand lui, elle, est devant sa toile en train de faire des choses que personne ne reconnaît, qui sont une énigme, qui sont comme le récit d'Alice, comme ça, qui non seulement plonge dans un monde où les choses sont à l'envers. Le charme d'Alice, c'est que les choses sont à l'envers et deviennent ensuite à l'endroit avant de tomber encore dans un autre travers. Autrement dit, c'est l'entre-deux, entre l'endroit et l'envers, entre ici, voilà, entre ici et ailleurs. Et évidemment, comme dans toute œuvre d'art, entre les mots qui manquent et les images qui sont là et qui attendent qu'on trouve des mots qui les fassent résonner. Tout artiste, et c'est en ça que ça me touche, c'est pour ça que j'ai écrit sur l'art, et je suis en train de compléter un 3e volume avec des artistes que je rencontre, et à chaque rencontre, c'est toujours la même énigme. Que fait l'artiste entre les mots qui lui viennent, les évocations d'artistes qu'il a aimés, les notations et rappels d'histoire de la peinture? Qu'est-ce qu'il fait avec ça pour construire un objet étrange et familier qui à la fois lui permet de satisfaire ses pulsions, de laisser vivre ses fantasmes et ses pensées, mais qui surtout lui permet de créer des résonances avec les nôtres, avec nous. Je dis souvent qu'un tableau, et celui-là ne me démentira pas, un tableau, c'est la rencontre de deux narcissismes blessés. Ça ne veut pas dire blessé à mort, c'est que l'artiste, il a une blessure narcissique, il se demande si on va le reconnaître dans ce tableau, par ce tableau, et le regardeur, quand il y en a, parce que souvent les gens passent devant les toiles sans les regarder, c'est très bizarre. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Un tableau, ça vous regarde et ça se regarde. Et donc, quand on le regarde, bien, on cherche effectivement au-delà
de l'identification. Quand on est critique d'art, on dit « Ah oui, tiens, ça fait penser à tel et tel, et c'est l'école de tel, et c'est telle tendance, et ça y est, c'est classé. » Voilà. Mais quand on est quelqu'un qui regarde et qui a soif de regarder une image riche, une image porteuse, alors on vient avec une vraie blessure qui essaye de s'apaiser, de se réparer, de se nourrir avec le tableau. Et figurez-vous que récemment, il m'est arrivé quelque chose. J'ai rencontré pas mal d'artistes que j'ai beaucoup aimés, sur lesquels j'écris. Et c'était en même temps que je terminais un livre qui est paru chez Odile Jacob, qui s'appelle « À la recherche de l'autre temps ». Tu verras que ça touche le rêve, parce que le rêve, c'est un espace où il n'y a pas de temps. Ça veut dire qu'il ne connaît pas le temps, il connaît des mouvements bizarres, etc. Mais le temps ne passe pas de la même façon dans un rêve. Et donc, j'ai écrit ce livre à la recherche de l'autre temps, et j'ai été obligé de faire un petit chapitre sur les tableaux, les peintures, en tant qu'objet porteur de temps. Ce que j'appelle un objet temps, c'est un objet porteur de temps, ça veut dire qui vous donne un autre temps que le vôtre et qui vous donne un autre temps vivant. Le temps de cette jeune fille qui est d'ailleurs en suspens. Regardez-la, on ne sait pas si, comme d'habitude dans les tableaux, quand il y a un geste, on ne sait pas s'il commence ou s'il est en train de finir. C'est les deux. Et puis, on la voit comme ça, en train d'être à la frontière, non seulement entre nous et son travail d'artiste, le tien, mais on la voit un petit peu hors temps. Eh bien, ce que j'appelle un objet-temps et un tableau en tant qu'objet-temps, c'est la capacité qu'ont certaines œuvres qu'on prenne du temps dans ces œuvres. Ça veut dire qu'on tire des fils de temps. Un tableau est une bonne chose, c'est une création nourricière parce que il nous fait vivre l'autre temps et il nous met au défi de le prendre. Prendre l'autre temps, ça veut dire trouver des instants et des durées dans un tableau. C'est formidable. Bien sûr que ça a un rapport au conte de fées, mais Alice au Pays des Merveilles, c'est pas vraiment un conte de fées, c'est un rêve. Mais les contes de fées, c'est quoi? C'est comme des rêves, c'est des fantasmes. Ou mieux encore, parfois, ce sont des mythes. Et un tableau, c'est une petite mythologie personnelle que le peintre travaille toujours avec, encore une fois, ces deux temporalités. C'est-à-dire le temps banal que nous partageons et des petites bulles d'un autre temps. Je peux même vous faire un dessin, puisque je n'ai pas de tableau. Imaginez notre temps comme un cercle. D'ailleurs, c'est le cercle de votre montre. Il y a un point qui bouge, c'est l'aiguille. Voilà. Puis ça fait des heures, des jours, des mois. Tout ce qu'on veut, c'est la chronologie banale. Mais imaginez que dans certains points, dans certains instants, il y a un autre cercle, orthogonal si vous voulez, au-dessus, et qui lui tourne un autre temps. Et que ce cercle, lui aussi, il est en train de tourner. C'est un peu un film, mais c'est mieux qu'un film. Un tableau, c'est mieux qu'un film. C'est le cercle du temps banal qui est ponctué par des choses que moi j'appelle des fibres. Quand vous avez des fibres qui sont attachées à certains instants du tableau, et surtout si les fibres se croisent, par exemple à l'envers, ça fait des effets surréalistes, ou comme Breton s'exaltait là-dessus, mais surtout Dada, avec leur imagination débordante, vous voyez que les instants du futur ou du présent
étaient déjà au passé et qu'ils reviennent. Donc il y a une dynamique de temps dans un tableau, et cette dynamique de temps, mais elle est très riche dans ce tableau, parce que moi je vois aussi bien une jeune fille qui se demande est-ce que ça vaut le coup de plonger dans la féminité, c'est-à-dire dans le devenir femme. Moi je la vois, nubile, elle a 12 ans, même si elle en a 10, elle a l'âge standard du devenir femme, disons, canonique. Et puis elle dit, elle le demande peut-être à nous, à sa mère, à je ne sais qui, elle demande, vous croyez que j'y vais? Vous croyez que ça vaut le coup d'y aller? Mais oui ma fille, vas-y, ça va être horrible, tu peux y aller. Ou bien, oui, vas-y, mais tu pourras toujours revenir. Et les femmes ont bien compris le message, parce qu'elles ont toujours une petite ligne de retour vers l'âge de jeune fille ou de petite fille. Donc elles se le gardent en réserve, dans leur poche, dans leur sac. Elles ont plus d'un tour dans leur sac, et ces tours, ils les ramènent justement à cet état de perplexité amusée, de décision suspendue. Et en réalité, elle est très décidée, cette fille. Tout comme Nina était décidée à faire son tableau. Voilà. Oui, vas-y. Alors moi, je voulais te poser une autre question, parce que pour moi, en fait, donc toi tu dis que le conte de fées est un rêve, en fait. Un fantasme. Oui. Et donc, pour moi, cette fille, non seulement elle est en train de se demander si ça vaut le coup de devenir femme, et c'est une très grande question, comme tu le sais, mais en fait, je pense qu'elle est devant le miroir qui l'aide à accéder à un futur choix très important qui va être toujours le même au cours de toute sa vie. À savoir, est-ce que je choisis la vie ou la mort, le bien ou le mal? Est-ce que je serai en mesure, en capacité de transformer toutes choses qui vont m'arriver en quelque chose qui me propulse vers l'avant, ou est-ce que ça va m'écraser? Et je voulais savoir comment, en fait, ça se décide, en fait. Hélas, vous avez entendu sa question. La réponse, c'est bien sûr oui et non. Ça se décide, mais pas pour tout le temps. Vous voyez, moi je suis mes grands textes fondamentaux dans ma vie, je peux vous les dire, c'est la Bible et Shakespeare. Et dans la Bible, il y a une petite phrase qui dit: il y a devant toi la vie, la mort, le bien, le mal, etc. Choisis la vie afin que tu vives. Vous entendez? C'est pas idiot. Il dit pas simplement choisis la vie. Tu peux dire voilà, je choisis la vie. Non, choisis la vie qui te fait vivre sur la terre, etc., etc. Autrement dit, ce choix, il se décide, voilà, je choisis la vie. Mais après, j'avance, elle avance, et toutes sortes de forces me tombent dessus qui me font oublier ce choix. Et qui me font même oublier qu'il y a un choix. Et alors, soudain, je rencontre quelqu'un qui... Mais alors, qu'est-ce que tu choisis? C'est merveilleux, si je rencontre quelqu'un ou un tableau où un personnage est en train de choisir et ne sait pas qu'elle est en train de choisir. Et elle ne sait pas qu'elle n'a pas le choix, que c'est déjà choisi. Donc il y a beaucoup de choses. Et pourtant, elle choisit, et c'est ce choix qui est décisif
et qu'en même temps on oublie. Donc là encore, c'est un entre-deux, ça veut dire dans la vie, il y a choisir et pas le choix. Alors quand on exécute sa vie, mais machinalement, quelqu'un pourrait vous dire, mais attends, arrête-toi un moment, réfléchis à ce que tu fais. Et comme vous êtes pris dans un engrenage, le message que vous envoyez, même si vous ne le dites pas, c'est « j'ai pas le choix, je dois faire le pas suivant, puisque j'ai fait le pas précédent. Donc je continue. » Eh bien, il y a des moments formidables, et c'est aussi cet instant que j'ai aimé dans ce tableau, des moments de discontinuité. Des moments où la continuité est rompue et où, effectivement, on n'est pas en train de continuer, de prendre la suite, mais on fait quelque chose dont on ignore la suite et qui peut-être n'a pas de précédent. Je ne sais pas ce qu'elle faisait avant. Ça veut dire qu'elle n'est pas en train de continuer quelque chose. Et si tu permets que j'enrichisse un peu son choix, je dirais que c'est la question pour une jeune femme, pour une jeune fille, de devenir femme, c'est la question centrale. C'est étonnamment, dans mon expérience de psychanalyste, c'est la question que j'ai vue revenir le plus souvent, peut-être parce que les femmes ont une épreuve différente des hommes, c'est que les femmes doivent conquérir leur féminité face à leur mère. Et parfois leur mère, elle a gardé tout le paquet de féminité dans sa poche et il faut lui arracher. Et parfois elle est généreuse, elle donne. Mais même quand elle donne, la fille, elle peut être angoissée à l'idée de tout prendre. Elle peut être coupable. Donc c'est un moment de choix difficile. Je trouve que c'est un très beau tableau sur l'instant décisif et inconnu. Voilà. À vous la parole, messieurs, dames. Bonsoir. Alors, j'ai une remarque à faire qui est assez perturbante pour moi, dans l'ordre des fantasmes. C'est qu'en septembre, quand j'ai lancé le projet de faire une œuvre avec le groupe qui est ici présent, j'ai, d'après une photo de Nina, fait une peinture et j'ai inversé les rôles entre la peinture et la photo. Il n'y a plus de comparaison possible, puisque le tableau, qui est une peinture et qui est une photo en même temps, s'appelle Nina Schmidek de l'autre côté du miroir. Et je ne savais pas qu'elle allait créer Alice devant le miroir. Et donc il y a une sorte d'inconscient collectif de l'art, et c'était un peu ce que je voulais essayer de tenter par mon intervention un peu magique, de me dire, voilà, je lance une bouteille à la mer, justement, pour dédier, en fait, une fois de plus, au féminin sacré, l'œuvre des hommes. Bravo. Alors, je réponds à votre remarque, c'est que j'y ai répondu au début. Parce qu'au début, j'ai dit que cette jeune fille, c'est Nina, qui cherche à passer de l'autre côté du miroir. Et vous l'avez déjà vu de l'autre côté du miroir. Donc on est tout à fait en résonance. Sauf que vous, quoi ? Résonance harmonique à travers les sphères. Absolument. Et vous savez, je vais vous dire une chose. On s'étonne beaucoup sur ce genre de résonance où deux personnes ont la même idée et parfois même en même temps. Et je vais vous dire, moi ce qui m'étonne, c'est l'inverse.
c'est que les gens n'aient pas les mêmes idées de temps en temps, comme une étincelle. Parce qu'en réalité, je pense que nous émettons, quand nous pensons, nous émettons des ondes, et que ces ondes sont captées par d'autres. Et je vais vous donner un exemple, mais très concret. Des fois, quand j'ai une idée vraiment lumineuse qui m'éclaire beaucoup, je vais à mon cabinet où je reçois des patients et pendant toute la journée, ils me parlent de cette idée. Ça veut dire l'un évoque cette idée, puis il y en a un autre qui vient, qui l'évoque, etc. Bien sûr, vous pouvez me dire, non, en réalité, vous avez l'idée en tête et vous écoutez cette idée chez chacun. Mais pour ça, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui vienne de chacun. Donc c'est très frappant. C'est très frappant, ces coïncidences. Et si vous avez été attentif à mes propos, je l'ai suggéré par le croisement des fibres. Quand je vous ai dit que chaque instant, il y a une fibre et que des fois, les fibres se croisent. C'est-à-dire que une idée que moi j'avais avant, vous l'avez eue encore avant et lui vient de l'avoir juste après. Pardon ? On trouve ce que l'on cherche. Donc en fait, on a déjà, comme dit ce Jean-Paul, voilà. Alors la dame a dit, on trouve ce que l'on cherche. Moi j'aime bien rapprocher cette phrase de Picasso. Je ne cherche pas, je trouve. Et je peux vous dire que avant, dans ma vie antérieure, j'étais chercheur en maths, en mathématiques pures. Et ça me passionnait. Et je sais ce que c'est chercher en vue de trouver quelque chose. Et on travaille laborieusement, durement, très durement. Et pendant ce temps-là, il se passe quelque chose qui fait que il y a une trouvaille à côté de vous que vous n'avez pas vue. Et vous vous retournez de votre recherche, vous ne cherchez plus et vous trouvez. Voilà. Gaston Bachelard dit qu'on ne sait pas ce qu'on cherche, on trouve n'importe quoi. Oui, bien sûr. Après, il y a des cas de figure chaotiques quand il faut savoir un peu ce qu'on cherche, mais ne pas rester fixé sur ce qu'on cherche. C'est toujours pareil. Si on a une idée de ce qu'on cherche et qu'on se fixe là-dessus, on se prive des moyens de la recherche qui sont notamment la fantaisie, l'imagination. Voilà, on se prive, voilà. Et donc, c'est très important de maintenir son cerveau et son cœur, ses sentiments en ébullition, de manière à trouver ce qu'on ne cherchait pas. Daniel Sibony, nous avons eu jadis l'occasion de nous croiser autour du séminaire de Lacan. C'était il y a belle durée. Je vois que vous écrivez sur le fantasme et l'art, les artistes. Je n'ai pas écouté votre voilà, discours. Est-ce que le fantasme est une chose nécessaire dans la création d'une œuvre d'art? Parce que, évidemment, ici, des fantasmes pullulent. Dans chaque tableau, on en voit, mais plus ou moins fort. On se dit, cette personne qui est représentée, elle devrait faire une thérapie, par exemple. On la représente tellement forte et tout. Je pense à ce visage de vieille dame avec des grandes cornes et des tas de protubérances partout. Donc je me dis que cette dame a besoin d'une psychothérapie ou d'une psychanalyse de longue durée. Et l'artiste en question, Di Maccio, a présentifié ce personnage qui est dans son imagination, donc dans son propre fantasme. Mais est-ce que ce fantasme, quand il n'y a pas ce genre de personnage, est absolument nécessaire? Moi j'expose ici un arbre, ce qui n'a rien de fantastique. Est-ce qu'il répond à un fantasme
tel que la psychanalyse le présente. Alors, quand je parle de fantasme, c'est pas en un sens technique, psychanalytique, etc. Un fantasme, c'est une histoire, un scénario qu'on a dans la tête, un cinéma. Et je pense que tous les humains ont des fantasmes, sauf certains psychotiques ou certains autistes qui malheureusement n'ont pas accès à ce véhicule magique qui s'appelle un fantasme, qui permet d'aller de la réalité vers l'imaginaire en passant par des symboles et de revenir. Bref, le fantasme, il faut le voir comme une capsule qui permet des voyages. Voyez. Et donc, si un artiste exprime son fantasme, en général, les artistes font beaucoup mieux que ça. Ils expriment quelque chose en utilisant leur fantasme. Mais ce qu'ils expriment n'est pas tout à fait le fantasme. C'est quelque chose d'autre. C'est décalé. Et donc, un artiste, voilà, celui-là, il a fait ce bouquet. C'est pas nécessaire que ce soit rattachable à un fantasme. C'est une certaine présence. Mais tout le monde a des fantasmes. Les artistes en ont. Mais l'avantage des artistes et des créateurs, c'est qu'ils utilisent leurs fantasmes comme je dis capsules spatiales, comme des nefs, des bateaux, des véhicules pour voyager entre le possible et l'impossible. Et c'est comme ça qu'ils fertilisent notre imagination. Et ce bouquet, si je le regarde longtemps et qu'il se branche sur toutes sortes de bouquets que j'ai en tête ou sur autre chose, peut-être qu'il aura fait son travail. Mais peut-être pas. Peu importe. On verra. Les artistes sont de grands utilisateurs de fantasmes et c'est tant mieux parce que ça coûte pas cher. Ce qui coûte cher, c'est de les réaliser en œuvre d'art. Bon, eh ben, je vous remercie de votre présence et à une prochaine fois. Avant de te dire au revoir, je voudrais aussi remercier Sophie Troise, qui est une actrice incroyable, qui m'a enregistré un petit texte pour accompagner Alice, un texte de Lewis Carroll.